C'est tout calculé, tout prémédité, tout pensé. C'est vraiment... Il a fait des plans, quoi. J'ai vu les photos, c'est hallucinant. Ça fait peur, hein. Franchement. J'en ai eu la nausée pendant 3 jours. Hein. Bon, ma fille sur les photos, j'en ai gros sur la patate, là. J'en ai gros. Bonsoir, cet homme en colère que l'on vient d'entendre, c'est le père d'une des victimes du directeur de l'école de Villefontaine en Isère, accusé d'agression sexuelle sur au moins 66 enfants, un enseignant qui avait été condamné en 2008, mais qui était resté en poste. Ce soir, Complément d'enquête se penche sur des secrets bien gardés à l'Éducation nationale, mais aussi au sein de l'Église catholique, notamment à Lyon, où le cardinal Barbarin est accusé de négligence. Il fait l'objet de plaintes pour non-dénonciation de crimes. On va essayer de comprendre comment ces deux institutions, l'école et l'Église, ont trop souvent fermé les yeux, et encore récemment. Et puis on ira aussi ce soir en Allemagne, découvrir des campagnes de prévention choc contre la pédophilie, campagne inimaginable en France. Pour parler de tout ça, de ces sujets sensibles, nous sommes venus nous installer ici au ministère de l'Éducation nationale. Tout à l'heure, on demandera à la ministre Najat Vallaud-Belkacem de s'expliquer sur 3 affaires récentes, dans les 3 cas des enseignants condamnés par la justice, mais pas éloignés des enfants, ni même sanctionnés. Il y a par exemple ce prof de maths de l'Essonne, réintégré à l'unanimité d'une commission alors qu'il venait de purger 1 an de prison en Angleterre. Prof pédophile, la loi du silence, c'est une enquête de Jean-Carl Lambert, Fedora Marianne-Green, Mathieu Régnier et Vincent Buchy. Pendant 7 ans, l'homme a méthodiquement écumé les établissements de l'Isère. Un prédateur qui s'est longtemps caché au sein même de l'école de la République. Durant l'année scolaire 2011-2012, Romain Farina est instituteur et directeur d'école à Saint-Clair-de-la-Tour. Comme toujours, il enseigne à une classe de CP et comme toujours, il met en place ce qu'il appelle des ateliers du goût. Tout volet fermé, l'homme procède en fait à un rituel sordide. Il crée en fait une ambiance pour éveiller les sens des enfants, donc il faisait en sorte que ça soit sombre. Il avait aménagé sa classe différemment pour se retrouver dans un petit coin protégé d'un bureau pour prendre les enfants de ce côté-là. Ils avaient les yeux bandés. Enfin, moi, ma fille, elle avait les yeux bandés. Il fallait qu'elle essaie de deviner ce qu'elle avait dans la bouche avec la langue, qu'elle prenne le temps, qu'elle prenne son temps pour essayer de deviner les goûts, tout ça. Bon, on n'a jamais deviné, hein, n'est-ce pas? Romain Farina, 45 ans, aurait abusé d'enfants de 6 à 7 ans dans sa propre classe. Dans ces moments-là, caché derrière un paravent et une couverture, il prend même des photos de lui avec ses victimes. Pour les besoins de l'enquête, les parents ont dû voir certaines de ces images. C'est tout calculé, tout prémédité, tout pensé. C'est vraiment... Il a fait des plans, quoi. Le mec, il a établi son plan. Il a mis ses plans, ses objectifs. Il a fait ce qu'il fallait faire pour les atteindre, quoi. J'ai vu les photos, c'est hallucinant. Ça fait peur, hein. Franchement. J'en ai eu la nausée pendant 3 jours. Hein. Bon, ma fille sur les photos, j'en ai gros sur la patate, là. J'en ai gros. En mars 2015, 2 élèves bravent l'interdit du maître. Ils quittent leur place et se glissent derrière le paravent. Ils voient tout, ils parlent, et Romain Farina est enfin arrêté. L'homme reconnaît partiellement les faits. Son stratagème aurait duré au moins 7 ans, dans au moins 4 écoles. Il aurait fait plusieurs dizaines de victimes. C'est un carnage complet. Ce qui s'est passé, c'est atroce. Il y a des familles entières qui sont détruites. C'est un quartier complet qui est ébranlé et on n'a aucune réponse. Stupeur à l'Éducation nationale. Personne ne savait que 7 ans plus tôt, l'instituteur avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. Sous pression, les ministres concernés débarquent dans l'Isère et font une annonce sur le thème « Plus jamais ça ».
nous avons pris la décision de présenter un texte de loi qui inscrive dans notre droit l'obligation faite aux magistrats de transmettre de telles condamnations afin que derrière l'éducation nationale puisse engager les poursuites disciplinaires qui s'imposent et tenir à l'écart de l'école les prédateurs sexuels avérés. Un an plus tard, Sébastien se demande toujours comment un tel ratage a-t-il pu se produire. Je suis condamné pour un défaut de permis de conduire, admettons. La prochaine fois que je me fais contrôler à conduire, ils savent déjà que j'étais condamné. Alors comment se fait-il qu'un bonhomme qui est condamné pour pédopornographie continue à exercer? Vous voyez ce que je veux dire? Depuis l'interpellation du directeur d'école, le jeune père de famille se heurte au silence de l'institution. Plus de 60 plaintes ont été déposées et les parents des petites victimes ont appris à se serrer les coudes face à une école visiblement désemparée dès les premières heures du drame. Une fois qu'ils étaient au courant, je ne l'ai pas appris de la bouche de l'école, je l'ai appris par les médias. Et j'aurais trouvé ça normal que ce soit un enseignant ou le recteur d'académie, qu'on nous appelle un par un, les parents de la classe concernée, nous disent il y a eu quelque chose avec le maître, on ne peut pas vous en dire plus pour l'instant, on vous donne rendez-vous sur cela. Ça aurait été la moindre des choses. Le lendemain, quand on décide de remettre nos enfants, on voit qu'on nous remet nos enfants dans la même salle de classe où ils ont été un petit peu torturés. Donc on trouvait que c'était pas quelque chose de normal. Il a fallu que ce soit des parents qui initient plein d'idées. Ben non, c'est pas la même classe, et la classe, il faudra la redécorer, la réaménager, changer la disposition du mobilier, etc. On a compris qu'ils ont jamais été préparés à ce genre de situation et qu'on a l'impression qu'ils découvraient le problème de la pédophilie à Villefontaine. Et c'est ce qui nous a choqué un petit peu. On pensait qu'il y avait des protocoles qui existaient déjà pour justement faire face à ce genre de situation, et c'était pas du tout le cas. Des parents abasourdis, en colère contre l'école, mais plus encore contre la justice, qu'ils accusent de négligence. Nidal a rendez-vous chez son avocat, un spécialiste des affaires de pédophilie. Maître Reviron a fouillé dans le passé de l'enseignant et il a relevé dans un PV d'audition un passage glaçant. En 2008, au moment de son premier procès, Farina annonçait quasiment le drame à venir. Tel que c'est dans le procès verbal, on voit bien qu'il est dans une confidence et il explique à la fois qu'il est directeur d'école, qu'il est en contact avec des enfants, qu'il n'est jamais passé à l'acte, mais que c'est quelque chose, il dit « je ne l'ai pas fait, mais je peux en avoir peur, je peux le craindre ». Le parquet, quand il lit cette procédure, le procureur de la République, quand il a connaissance de cette procédure, aurait dû tout autant s'en alerter. Il y avait tous les éléments pour l'éviter et ça n'a pas été le cas. C'était une bombe qu'on a lancée délibérément dans une école. Le procureur de la République, à Bourgoin-Jallieu, au moment de la première condamnation de l'instituteur, a quitté la ville et visiblement tourné la page. Oui, je m'en souviens, mais voilà, j'ai pas de déclaration à faire là-dessus parce que ça remonte à pas mal d'années et c'était une affaire voilà, qui à l'époque n'avait pas l'éclairage qu'elle a maintenant. Et voilà, quoi. Non, mais pourquoi vous n'avez pas signalé ces faits juste à l'école? C'est ça que je cherche à comprendre. Au revoir, monsieur. Une circulaire oblige pourtant les procureurs à signaler toute condamnation d'un fonctionnaire à son supérieur. Mais le texte n'a pas force de loi et aujourd'hui, si le magistrat manque à cette obligation, il ne peut pas être poursuivi. Pour éviter des dysfonctionnements aussi lourds de conséquences, il existe une solution assez simple, testée depuis 2010 dans les Hauts-de-Seine. Jocelyne Ponce est la référente justice de l'éducation nationale. Un gamin qui avait posé quand même un certain nombre de problèmes. Le trait d'union entre les deux institutions. Pour elle, le drame de Villefontaine est une faute impardonnable. C'est lamentable. Voilà, qu'on puisse, ben oui. Mais c'est quoi, ces deux grosses machines qui ont eu du mal à se parler pendant longtemps? Qu'est-ce qui était le fond du problème? Vous savez, on est en train de parler de la liaison entre la justice et l'éducation nationale. Mais vous pouvez prendre toutes les instances. Hein. Chacun travaille dans son coin. Et c'est bien dommage parce qu'on aurait pu éviter tout cela. C'est certain. C'est certain. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a eu des ratés. Bah, ouais.
Bien sûr. Jocelyne Pons assure à plein temps la liaison entre la justice et les 800 établissements scolaires du département. Son bureau jouxte le tribunal de Nanterre, où régulièrement, l'ancienne proviseure de lycée vient partager des informations avec la procureure en charge des mineurs. Quand on a un placement en garde à vue d'un personnel enseignant pour des faits à caractère sexuel, c'est important que Jocelyne Pons puisse nous faire retour sur le dossier, par exemple, administratif de la personne concernée. Ça vient colorer le dossier, ça vient apporter des précisions supplémentaires que les fonctionnaires de police n'ont pas en leur possession. Et à l'inverse, vous allez demander à Mme Gandré le suivi, on va dire, de ce qui se passe. Tout à fait. Elle me tiendra au courant de la mise en examen, de la mise sous contrôle judiciaire et de tout ce qui a été décidé dans l'immédiat par le juge. Et vous en faites quoi de ces informations? Moi, je les transmets tout de suite à nos autorités. C'est quoi, l'inspecteur d'académie? L'inspecteur d'académie, le recteur, et ça monte au ministère tout de suite. Ce système d'alerte sera bientôt étendu à d'autres départements. Mais même quand elle est avertie, l'école ne prend pas toujours la mesure du danger. En février dernier, nouveau scandale, dans l'Essonne. Aux abords de ce parking, un homme de 55 ans aurait abusé d'un jeune adolescent. Les policiers ont retrouvé des images de la scène dans son portable et l'homme reconnaît en partie les faits. Aujourd'hui sous les verrous, il était professeur de mathématiques dans ce collège de Villemoisson-sur-Orge. C'est un peu bizarre quand il était lunatique. Il était quand même super bizarre et il avait des comportements pas très... C'est-à-dire? Je sais pas, mais en fait j'ai peur de vous dire des choses parce qu'il y a des gens au collège qui ont dit de pas vous répondre. Des collégiens tenus au silence et une éducation nationale à nouveau embarrassée, car elle connaissait le passé de délinquant sexuel du prof de maths, déjà condamné en Grande-Bretagne. Aucune excuse pour l'institution, la ministre est atterrée. L'éducation nationale avait donc été informée et a, en connaissance de cause, décidé de laisser enseigner ce professeur. Je veux le dire ici très clairement, cet aveuglement devant des faits aussi graves ne peut rester sans suite. Elle lance une enquête qui vise le rectorat de Versailles et la journée du 9 mars 2007. À cette époque, le prof de maths sort de prison en Angleterre. Il est convoqué devant une commission disciplinaire qui doit statuer sur son avenir. 35 personnes, le recteur, des représentants syndicaux et des cadres administratifs. Défendu par un avocat, sa femme à ses côtés, l'homme présente la copie de sa condamnation à 15 mois de prison pour des faits qui remontent à l'été 2005, quand il encadrait un camp de vacances près de Brighton. Motif ? Relations sexuelles avec 4 enfants de 12 à 16 ans. Étonnamment, le prof échappe à la révocation. Un seul membre de la commission a accepté de nous expliquer pourquoi, sans savoir qu'il est enregistré. Le document que l'on avait, c'était uniquement la décision du tribunal en anglais, c'est tout. On n'avait donc, nous, que la parole de ce monsieur. Et d'après lui, il y avait eu des gestes qui ont été mal interprétés. Et un jugement quand même, le monsieur avait été condamné en Grande-Bretagne, c'est la justice britannique, c'est pas n'importe quoi. Oui, mais justement, c'est la justice britannique. On a mis en Angleterre, ils sont obsédés et ils exagèrent. Quand vous avez appris que ce monsieur était interpellé pour agression sexuelle sur mineur, vous avez eu des regrets? J'ai dit merde. Merde, le dossier était mal monté. À l'unanimité, les 35 membres de la commission paritaire décident de ne prendre aucune sanction contre le prof de maths, qui peut donc retourner auprès des élèves. Une décision difficile à comprendre. Mais quand nous retrouvons notre interlocutrice, elle persiste. La commission n'a pas fait confiance au juge britannique qui avait condamné le professeur. Il a été jugé rapidement avec des a priori, quoi. On s'est dit, c'est la folie des Anglais. Du coup, on n'a pas plus... La folie pudibonde. Ouais. Et obsédé par la pédophilie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dirait, dans un cas comme ça, s'il y a un doute... Aujourd'hui, on ne siégerait plus sans des pièces plus précises. On n'accepterait plus. Aujourd'hui, l'école veut faire oublier ces scandales et montrer un autre visage. La ministre affiche sa fermeté, jure de faire le ménage. Elle vient d'annoncer que 27 enseignants ont été révoqués l'an dernier pour des affaires de pédophilie.
27 personnes sur les 1 200 000 qui travaillent pour l'éducation nationale et dont les carrières sont gérées par Catherine Gaudy, directrice générale des ressources humaines. Dans les révocations que vous évoquez, il y a un grand nombre, une dizaine, qui sont liées à des condamnations pour détention d'images pédopornographiques. Et il nous semble que la détention de telles images est incompatible avec le métier d'enseignant. Dans le discours, c'est tolérance zéro. Mais dès qu'on évoque l'affaire de l'Essonne, c'est silence radio. S'agissant de monsieur, il y a, vous le savez, une enquête administrative en cours qui donnera sûrement un certain nombre d'explications. C'est un raté, là, en l'occurrence, c'est quoi? C'est une appréciation qui a été mal faite par la CAPA? C'est l'enquête administrative qui déterminera comment a été prise la décision et qui se prononcera sur la nature des dysfonctionnements. Je peux pas en présumer. D'accord. Il faudra encore du temps pour changer les mentalités à l'éducation nationale et réagir plus vite en cas de danger. C'est ce que pense Gwen Flory, pourtant elle-même professeure. Pendant des années, elle a dénoncé les travers pédophiles de son ex-compagnon, lui aussi enseignant. Il sera finalement suspendu en mars 2015. C'est quelqu'un qui a eu une condamnation pour ça ne devrait pas pouvoir exercer avec des enfants. Car l'enseignant a en effet déjà été condamné il y a 9 ans pour détention d'images pédopornographiques. L'ex-compagnon de Gwen était professeur de sport près de Rennes. L'histoire commence en 2006, quand il est condamné à 2 ans de prison avec sursis. C'est quand même quelqu'un qui regarde dans son ordinateur des milliers d'images pédopornographiques, qui a affaire à des élèves et à des enfants qui sont obligés de se déshabiller pour se changer. Donc c'est vrai que lorsque j'ai la condamnation entre les mains, ça me paraît complètement logique qu'il n'ait plus le droit d'exercer auprès d'enfants. Ça me paraît complètement logique. Pourtant, le prof de sport reste au contact des adolescents. À plusieurs reprises, la jeune femme alerte son syndicat, écrit au rectorat, appelle le ministère, à chaque fois sans succès. On frappe à des portes et les portes, elles nous sont fermées au nez directement. Combien de fois on m'a dit, madame, ne vous plaignez pas, il a été condamné. Il a été condamné. Bon, voilà, il n'y a pas d'interdiction d'exercer auprès d'enfants. Donc voilà, il a été condamné déjà lourdement à 2 ans de prison avec sursis. Arrêtez de vous plaindre. Mais quand l'affaire de Villefontaine et des ateliers du goût éclate, Gwen décide de s'adresser à une association de parents d'élèves. Cette fois-ci, on l'écoute et le dossier part directement au cabinet de la ministre. Le résultat ne se fait pas attendre. Vous avez envoyé à quelle heure le message concernant l'affaire du professeur Dorgère à votre référent? À 12h à peu près, à midi, lorsqu'on a reçu au courrier. Et donc, immédiatement, nous avons scanné et envoyé à notre référent du ministère. Et à 21h, le directeur de cabinet m'a appelé pour me dire que la personne a été suspendue. Mais pour Madame Marty, c'est la peur d'un nouveau scandale qui a fait réagir aussi vite l'éducation nationale. Dans l'institution, il y a quand même toujours cette propension à protéger le corps enseignant, à se protéger entre eux, ils se protègent. Même à un moment donné, quand ils sont eux-mêmes entre eux, le savent, ils voient et sont conscients de dysfonctionnements importants. À un moment donné, quand quelqu'un le fait remarquer, au lieu d'aider, de dire oui, c'est vrai, et de passer à l'action, non, ils se protègent entre eux systématiquement. En tout cas, c'est ce que nous constatons. En quelques heures, le prof de sport est suspendu. Il doit quitter sur le champ son collège. Une sanction rapide, 9 ans après le premier signalement à l'éducation nationale. Et voilà pour cette enquête signée Jean-Carl Lambert et Fedora Marianne Grins. Et on se retrouve ici dans le bureau de la ministre de l'Éducation nationale avec vous, Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir. On a beaucoup de questions à vous poser après ce reportage qu'on vient de voir ensemble. D'abord, peut-être répondre aux parents de Villefontaine, l'affaire la plus terrible, celle des 66 enfants abusés, parents qui l'ont appris par la presse et qui se plaignent dans le reportage d'un manque d'accompagnement de l'éducation nationale. C'est vrai qu'ils l'ont appris par la presse. C'est d'ailleurs, ça fait partie des nombreux dysfonctionnements qui ont été constatés dans cette affaire et pour lesquels j'ai été hors de moi. Et je comprends la révolte des parents parce que, en réalité, l'innocence perdue de leur enfant, personne ne la leur ramènera. Donc, indéniablement, j'ai été la première à le reconnaître, il y a eu dysfonctionnement.
Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de revoir de fond en comble toutes nos procédures. Nous avons d'abord diligenté des inspections pour nous dire où ont été les torts à un moment précis, fait en sorte de nommer dès la rentrée qui a suivi, c'est-à-dire septembre 2015, des référents justice dans l'éducation et des référents éducation dans la justice, comme la dame qu'on voyait tout à l'heure. Maintenant, il y en a 60 en France, de part et d'autre, donc 120 en réalité, qui sont là pour faire le lien permanent et qu'aucune information ne puisse échapper dans un sens ou dans l'autre. Et nous sommes en train de faire adopter cette fameuse loi qui va désormais obliger les magistrats, sinon c'est leur responsabilité qui sera mise en cause, à transmettre les informations qu'ils doivent transmettre à l'éducation nationale pour que celle-ci puisse prendre ses sanctions. Parce que là, c'est pour l'avenir, ceux qui seront condamnés à partir d'aujourd'hui. Ceux qui l'ont été dans le passé, vous êtes en train d'éplucher un à un tous les dossiers des profs de France pour voir s'il n'y a pas eu une condamnation ? Oui, c'est une autre décision que j'ai prise, toujours dans la foulée de l'affaire Villefontaine, parce que je me suis dit que c'était terrible la suspicion qui allait désormais peser sur l'ensemble du corps professoral. Puisque, par définition, on se dit si un Villefontaine s'est produit, si ça se trouve, il y en a plein d'autres partout ailleurs. Et donc, déjà, il faut pouvoir lever cette suspicion en faisant un grand acte de transparence. Et ce grand acte de transparence, c'est de dire on va contrôler tous les casiers judiciaires B2, comme on dit, pour vérifier qu'on n'ait pas dans l'éducation nationale des personnels qui auraient été condamnés et dont la condamnation n'aurait pas été transmise à l'éducation nationale, ce qui leur aurait permis de continuer à exercer. Mais ce travail, c'est inédit. Ça veut dire que 850 000 casiers vont être passés au peigne fin. Ça va prendre 1 an, parce que concrètement, il faut une journée pour faire 3000 casiers. Donc 1 an pour faire ce travail, mais qui au moins va permettre à la fois de garantir qu'on n'a pas dans notre corps professoral des gens qui n'ont rien à y faire, et d'autre part d'envoyer un signal très fort, et j'espère préventif, pour dire que désormais dans l'éducation nationale, ça ne peut plus se produire. Donc, Alors ça, c'est pour que ça ne se reproduise plus, que l'éducation nationale ne soit pas informée d'une condamnation. Mais on a vu dans le reportage un cas où là, l'éducation nationale était informée d'une condamnation. C'est ce prof de maths de l'Essonne, condamné à de la prison ferme en Angleterre, et réintégré à l'unanimité de cette commission mixte paritaire, cette commission disciplinaire. C'est quand même extrêmement troublant de se dire qu'il s'est trouvé 35 personnes pour dire il sort de prison en Angleterre, on le remet face à des enfants dans une classe. Vous avez avancé sur cette enquête ? Oui, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet aussitôt que l'affaire a éclaté. C'est vous qui l'avez révélé, hein ? C'est d'ailleurs moi qui l'ai révélé. J'ai préféré justement dans cette démarche de transparence le révéler moi-même. C'est insupportable, honnêtement. Villefontaine était déjà terrifiant. À Villefontaine, on pouvait se dire que l'éducation nationale, d'une certaine façon, n'avait pas été mise en condition de prendre la sanction disciplinaire puisqu'elle n'était pas informée de la condamnation par la justice. À Villemoisson, elle était informée. Et d'ailleurs, on voit bien dans votre reportage que la condamnation était bel et bien là, dans les pièces produites ce jour-là, et que finalement, là où la commission semble avoir péché, c'est dans la remise en question de la condamnation parce qu'elle venait d'un tribunal britannique. L'idée est complètement absurde. En quoi les Anglais, la condamnation anglaise ne vaudrait rien ? Enfin, apparemment, ils avaient tous ça en tête. Ce que moi, j'ai d'ores et déjà constaté, c'est que visiblement, certains sont parfois tentés de remettre en question la matérialité des faits inscrits dans une condamnation. Donc ça fera partie désormais des règles que nous adoptons. Il sera impossible à un conseil disciplinaire de remettre en question une condamnation, qu'elle provienne d'un tribunal français ou d'un tribunal étranger. Dès lors que condamnation il y a eu, un conseil disciplinaire n'a pas à se réinterroger sur la matérialité des faits. Mais qu'est-ce qui a pu se passer, à votre avis, dans la tête de ces gens-là qui ne tiennent pas compte d'une condamnation à de la prison ferme en Angleterre ? On a entendu la présidente des parents d'élèves de la PEP qui disait il y a le poids d'un corporatisme, il y a l'habitude de l'éducation nationale de se protéger, quoi qu'aient pu faire ses membres. Moi, je ne crois pas à la thèse de l'omerta dans l'éducation nationale. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Vraiment, il faut vous mettre à la place d'un professeur ou d'un inspecteur ou d'un recteur dans l'éducation nationale. Honnêtement, c'est d'abord l'intérêt des enfants qui guide chacun de ces personnels. Donc le sujet, ce n'est pas une légèreté qui aurait conduit chacun des membres de cette commission paritaire à ne pas penser aux enfants alors qu'ils avaient en face d'eux un prédateur sexuel. Non, le sujet, c'est que dans l'éducation, parce que par le passé, on a connu des situations où des professeurs avaient été injustement accusés de pédophilie et pour certains, c'était même suicidés in fine,
il y a toujours cette recherche de l'équilibre qui fait qu'on se demande si on n'est pas en train de commettre une injustice. Et donc qu'on préfère avoir des garanties, des assurances, des certitudes avant de prononcer la révocation. Mais j'insiste sur le fait qu'au sein de l'éducation nationale, vous avez des personnels qui sont là par engagement sincère pour l'intérêt des enfants et qu'il ne faudrait pas non plus retourner la situation au point de leur faire tous un procès d'intention. Oui, mais quand même, on a vu encore troisième cas qui a été évoqué dans ce reportage, cette prof de Rennes qui, elle, accusait son propre mari d'actes pédophiles. Elle le dit, elle a frappé à toutes les portes, aussi bien les syndicats que le rectorat, que l'administration, que le ministère. Elle dit, attention, mon mari est toujours avec des enfants et mon mari est dangereux. Et elle dit, on ne m'a pas écouté très longtemps. Oui, à Orgères, en l'occurrence. Oui, mais vraiment, si vous cherchez à me faire dire qu'il y a eu des dysfonctionnements dans l'éducation nationale, oui. Des dysfonctionnements ou des poids qui font qu'encore une fois, c'est une institution qui se protège et qui a du mal à sanctionner, non? Non, des erreurs individuelles, des problèmes, en effet, de transmission d'informations entre les uns et les autres, des absences de conscience de la gravité des faits, oui, indéniablement. Et c'est pour ça que votre reportage tout à l'heure se terminait par l'éducation nationale cherche à faire oublier ces tristes affaires. Non, je ne cherche. Enfin, en tout cas, moi, ministre de l'Éducation nationale, je ne cherche pas du tout à les faire oublier, ces tristes affaires. Elles nous ont marqué au fer rouge. Cette année 2015-2016, sur la question de la pédophilie dans l'Éducation nationale, aurait été terrible parce qu'à partir du moment où une affaire a été révélée, bien d'autres sont révélées à leur tour puisque les gens se mettent à parler. Tant mieux, ça libère la parole. Et puis, par ailleurs, moi, vous savez, systématiquement, j'ai en mémoire les parents de Villefontaine que je suis allée rencontrer peu après les faits. Leur regard complètement perdu, ils étaient dans un état, honnêtement, à la fois très digne et en même temps comme si leur monde venait de s'écrouler, comme si l'institution dans laquelle, par excellence, ils faisaient le plus confiance, soudain venait de leur prouver que, non, c'était une jungle, c'était un endroit où leurs enfants étaient encore moins protégés qu'ailleurs. Alors qu'à l'école, a priori, c'est là qu'on est le mieux protégé, le mieux en sécurité. Donc moi, je n'oublie pas cela et en leur nom, moi, je souhaite que toutes les réponses soient apportées pour l'avenir et que ce type de situation ne puisse plus se reproduire. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. On va maintenant s'intéresser à une autre institution qui traverse une tempête, l'Église catholique. On le sait, le cardinal de Lyon, Philippe Barbarin, fait l'objet de plusieurs plaintes pour non-dénonciation de crimes. On lui reproche notamment d'avoir laissé exercer un prêtre accusé de nombreuses agressions sexuelles sur des scouts. L'Église face à la parole libérée, c'est un reportage de Nathalie Sapena, Violaine Vermogo et Thomas Lost. Surtout, ne jamais passer devant cette église en béton. Éviter son architecture qui l'oppresse. Christian a toujours contourné ce lieu de culte, comme un réflexe. C'est la première fois qu'il revient ici depuis des années. Vous ressentez quoi là? Un malaise? C'est plus qu'un malaise, quoi. C'est comme s'il y avait une mauvaise présence sur ce lieu, sur toute cette paroisse, toute cette église. Oui. Cette mauvaise présence qui plane, c'est celle d'un ancien prêtre, le père Bernard, qui officiait quand Christian était enfant, qu'il montait ses marches en culotte courte plusieurs fois par semaine, pour la messe, le catéchisme ou les scouts, il y a 35 ans. Je me rappelle comme c'était hier, il y a un escalier qui monte derrière, qui donne dans d'autres pièces au-dessus de l'église. Et c'est là où il faisait tous ses abus. Il m'a embrassé, caressé, m'avoir obligé à le caresser aussi, oui. Une fois qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, il redescendait, il ouvrait cette porte. Il donnait directement sur l'église pour aller dire sa messe à 18h. Je me demandais comment un prêtre pouvait dire sa messe après tout ce qu'il avait fait. Et prêcher la bonne parole, donner la communion, même confesser. Christian dit avoir été abusé par le père Prénat de 1976 à 1983.
la plupart du temps dans l'église, comme l'auraient été des dizaines d'autres scouts à l'époque. Un scandale étouffé par le diocèse de Lyon jusqu'à aujourd'hui. Un scandale que beaucoup de paroissiens auraient préféré ne jamais voir éclater, comme ce bénévole qui s'active dans l'église ce jour-là. Bonjour. Des journalistes de France 2. Bon, oui, je vous demanderai de sortir si vous voulez faire du film. Il est filmé à son insu. À l'extérieur. Il faut reconnaître qu'on en parle suffisamment, même beaucoup trop, pour des choses que je ne vais pas, si vous voulez, qui sont relativement peu importantes, moins importantes que d'autres. On en fait beaucoup. Moi, j'ai été violé par le père Prénat. Bah écoutez, je suis très désolé. Et ça s'est passé. Alors, il y a quand même une chose qui est certaine, c'est qu'à l'époque, on n'a rien fait. Qui n'a rien fait? Ah bah, est-ce que vos parents ont porté plainte? Parce que vous étiez mineur à cette époque. Les premiers responsables, c'était quand même les parents. Des abus minimisés et des prêtres disculpés, la sacro-sainte réaction de l'Église quand on parle de pédophilie. Sainte-Foy, ce sont les beaux quartiers de la banlieue de Lyon. Grande bourgeoisie tradie, bonne éducation, argent discret et secret bien gardé. Christian a grandi ici, dans cette vaste demeure familiale. Année après année, sa mère a rempli les albums avec les photos de ses enfants. Tous étaient scouts à l'église Saint-Luc. Un groupe réputé pour ses défilés grandioses. Voilà une fête, c'était à Marcy-l'Étoile, une fête scout déguisée. C'était le 27 janvier 1980. Donc ils étaient tous déguisés et C'était pour la préparation des Jeux Olympiques. Voilà, donc chaque patrouille représentait un pays. Vous êtes où? Donc moi, je suis là. On représentait le Japon, en fait. Christian, enfant timide, réservé et totalement silencieux sur son calvaire. Les 3 enfants de la famille posent ce jour-là sur le podium. Christian l'aîné à gauche, sa sœur au milieu et à droite, son petit frère Didier. À la tête de ce groupe dynamique, le père Prénat, organisateur hors pair. C'était un groupe qui, dans les années 80, avait 400 gamins. Et lui était le seul responsable. Donc il était le berger, seul responsable à qui on a confié nos enfants. Bernard Prénat, ici en train de remettre une médaille à Christian, est décrit par tous comme un homme charismatique, autoritaire, brillant. Il impressionne autant les enfants que leurs parents. Chez les Burdets, on le considère comme un ami de la famille. On l'invitait chez nous, il venait pas très souvent, mais il venait manger à notre table. Je me souviens toujours, il était là à ma droite, mon mari en face. Nous l'avions invité avec mon mari pour nos 25 ans de mariage. C'était en 1989. Et pendant des années, Christian côtoie le prêtre dans les fêtes familiales, sans rien dire. C'est le père Prénat qui célèbre le mariage de sa sœur, une belle cérémonie dans l'église Saint-Luc. Il baptise les petits-enfants et tout naturellement, il marie son frère cadet, Didier, qu'il accuse lui aussi d'attouchement quand il avait 8 ans. Les souvenirs de toute une famille, aujourd'hui souillés, dévastés. Alors voilà, donc là où on voit très très bien, parce que ça c'est le père Prénat, et Christian qui était le parrain de l'aîné de ses petites nièces. C'est affreux. Donc on peut dire le bourreau avec sa victime, mais ça ne le dérange pas. Mais j'estime que pour la victime, qu'est-ce que ça doit être dur. Et quand je pense moi, leur mère, je leur ai imposé ça. Voilà, je pense que cette trahison, je ne la supporte pas. C'est tellement dur que... Une trahison et une manipulation. Avec le recul, la mère de Christian considère qu'en se faisant inviter à la table familiale, le prêtre a verrouillé plus sûrement encore la parole de ses fils. Pour Christian, le mutisme a duré près de 40 ans, jusqu'au mois dernier. Ce qu'il révèle à sa mère est terrible, en particulier le premier viol,
qu'il aurait subies à 12 ans lors d'un camp. Et dans sa tente, eh ben, il a commencé à me serrer contre lui, à me caresser, à prendre mes mains et mettre derrière son dos, sur lui. Il me met de plus en plus pressant. Je me demandais ce qui m'arrivait, j'étais pétrifié, tétanisé, quoi. J'avais peur, puis j'avais froid, j'étais glacé. Et là, il me dit t'es mon grand garçon, c'est notre secret. Et là-dessus, il a commencé à me caresser, il m'a allongé par terre dans la tente, et puis il m'a caressé mon sexe, et il fallait que je fasse la même chose pour lui. Il me guidait les mains, et il m'enlève ma veste de pyjama, je suis torse nu, puis lui, pareil, il commence à enlever sa déshabillé, et je me retrouve tout nu devant lui. Je me dis, c'est pas possible. Je suis tout nu devant le curé, si on peut dire. Je suis paralysé, quoi. Puis, il m'a sorti des mots comme fellation. Il me demandait si je savais ce que c'était, tout. Il m'a fait fellation, il m'a forcé à aller faire des fellations. Ça m'a paru une éternité. Un premier viol qui a été suivi de nombreux autres, selon lui. À n'importe quel moment, le père Bernard lui demandait de le rejoindre. Il y avait toujours un prétexte. Ou si c'était pas... souvent? Assez souvent, oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque semaine, chaque... Aujourd'hui, il y a des choses que je ne me rappelle plus, mais je pourrais dire presque chaque semaine, oui. Honte, secret, souffrance, la clé du silence. Si j'avais parlé, on m'aurait dit, t'es un gros menteur. T'es un prêtre qui était tellement adoré, tellement adulé. Les faits sont prescrits, mais Christian a été entendu par la police. Le père Prénat, mis en examen pour agression sexuelle en janvier dernier, a reconnu 3 viols, dont le sien. Christian a trouvé le courage de dénoncer son calvaire grâce à une toute jeune association, La Parole Libérée. Comment tu vas? Très bien. Une joyeuse bande de cadres lyonnais qui ne se connaissaient pas il y a encore 3 mois et qui partagent tous ce même secret avec le prêtre de Saint-Luc. Ça, c'était le camp en Grèce. C'était le camp en Grèce, 87, 88. Regarde, le père Bernard m'avait envoyé une photo. Alors, est-ce qu'il les envoyait à tout le monde? Est-ce qu'il les envoyait à ses préférés? J'en sais rien. Il y a là Alexandre, qui travaille dans la finance. Axel, le photographe. Didier, le frère de Christian. Et Bertrand, le maître de maison, cardiologue à Lyon. En se regroupant, les anciens scouts ont ouvert la boîte de Pandore. Cette semaine, donc, on arrive à 60 victimes qui se reconnaissent victimes du père Prénat, c'est-à-dire victimes d'attouchement sexuel ou d'abus sexuels. Et on est parti quand même de 3 à se rassembler dans un café, à dire que ça serait bien qu'on fasse une association il y a 3 mois. On a une cause commune, on a vraiment envie de fédérer le maximum de victimes encore dans la nature, et Dieu sait qu'il y en a manifestement. Celui qui a tout déclenché, c'est Alexandre, le premier à avoir porté plainte. Il vit toujours à Lyon, la ville de son enfance. À 41 ans, ce père de 5 enfants catholiques pratiquants n'a jamais oublié l'angoisse de ses camps scouts. Comme beaucoup d'anciens de Saint-Luc, il croit que Prénat est mort, jusqu'au jour où une amie lui apprend par hasard qu'il est toujours curé. Je commence à le googliser, à voir, et puis en fait je vois qu'il est partout dans la presse, avec des enfants, des photos d'enfants qui partent en colonie de vacances, dans la presse locale évidemment. Et puis en fait, donc finalement, il est encore auprès d'enfants comme il y a une vingtaine d'années, et manifestement rien n'a bougé puisqu'il n'a jamais été inquiété. En 2014, Alexandre alerte le diocèse, multiplie les mails, il est même reçu par le cardinal Barbarin. L'archevêque de Lyon est le supérieur de Prénat, alors âgé de 68 ans. Le cardinal Barbarin écoute Alexandre, mais c'est tout. La seule action du diocèse consiste à organiser une surprenante rencontre entre Alexandre et le père Prénat.
On n'est resté que sur des discussions de la période des scouts. Dans ces discussions, il avoue qu'il a violenté sexuellement des enfants, hein, et qu'il parle du nombre dans sa vie. Et j'ai eu un tilt où je me dis, mais en fait, on n'est pas quelques cas, mais en fait, finalement, on est dans finalement un prédateur en série, puisqu'en fait, dans cette discussion, je sens bien qu'en fait, j'étais pas la seule petite tête blonde à être son chouchou. Nous avons clos la discussion, et là, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre, parce qu'une fois que vous avez quand même pris 20 ans en pleine figure, et vous imaginez voilà, d'autres enfants, etc., on s'est levé, on s'est pris par la main, et on a prié un Joyeux vous savez Marie et un Notre Père, comme si de rien n'était, en tout cas, pour clôturer cette discussion qui avait été riche. Un Notre Père entre la victime et son agresseur. Pour le diocèse, la question est réglée. Et le père Prénat continue sa mission pastorale. Insupportable pour Alexandre, qui finit par saisir la justice en mai 2015. À ce moment-là, le prêtre officie paisiblement dans une petite paroisse à 1 heure de Lyon, le Coteau. Toujours au contact des enfants. Messe, communion, catéchisme à l'école catholique d'à côté. Il crée même le patronage Claire Jeunesse, un centre aéré confessionnel dont il vante les mérites dans une réunion publique enregistrée en 2014. Puisqu'on en est aux enfants, on continue à dire que le patronage Claire Jeunesse, qui a bien fonctionné cet été au mois de juillet avec une bonne quarantaine d'enfants, eh bien, va continuer les mercredis. Comme à Saint-Luc, ses sermons impressionnent, sa prestance séduit. Et à la sortie de la messe, les paroissiens font preuve d'une grande compréhension envers leur ancien curé. Ça nous ramène au problème humain de chaque être humain, en face de sa propre difficulté. Je ne pense pas être meilleur que le père Prénat, ni pire. Hein, et je pense que dans... Peut-être un peu moins pire quand même, non c'est quand même... Si vous voulez, moi je pars d'un principe qu'il y a un problème pathologique derrière. Moi je vais à l'église, hein, je viens pour prier le Seigneur. Moi ce qui se passe dans l'église, je m'en fiche. Hein. Les prêtres c'est les prêtres, c'est que les hommes. Hein. Et puis ma foi, on porte tous notre croix, donc voilà. Vous lui en voulez au père Prénat? Je ne saurais pas vous le dire. Alors je dirais à tout péché miséricorde, si c'est il y a 25 ans ou 30 ans. Allez, je dis à tout péché miséricorde. Le prêtre qui lui a succédé refuse de nous parler. Ordre du diocèse. Non, mais il les aurait vidés il y a longtemps. Non, mais moi j'ai dit que je ne réponds pas. D'accord. Pourquoi, monsieur? Et ça passe où? Dites-nous. Ça va passer sur France 2, l'émission Complément d'enquête. Merci. Et vous pensez pas qu'il faut parler de cette affaire, mon père? Les paroissiens du Coteau n'ont jamais soupçonné son passé. Pourtant, l'abbé Prénat a déjà reconnu ses penchants pédophiles depuis longtemps. Vincent avait 10 ans quand il l'a croisé. Je me dis, tellement petit, tellement facile de manipuler, c'est un peu dégueulasse, quoi. En 1998, le prêtre a même écrit une lettre d'aveu au père de Vincent, sans détailler ses actes. Âgé de 27 ans à cette époque, le jeune homme, terrassé par une dépression, venait de tout révéler à ses parents. Je comprends tout le mal que j'ai fait à Vincent et à sa famille. À l'époque, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais et de la portée de mes actes. Je ne méritais pas la confiance qu'on m'accordait. Je regrette et je vous demande sincèrement pardon. J'ai pas donné suite, c'était en 98. Et j'aurais pu porter plainte, je n'étais pas prescrit à l'époque. Entre ce que mon père m'a dit et ce que lui me disait, j'ai vraiment cru qu'il n'était plus au contact d'enfants. Et là, j'en veux du coup aux personnes qui l'ont protégé, qui l'ont pas protégé de lui-même justement, alors qu'il dit qu'il est malade, il le cache pas. Mais l'abbé assure aussi ne plus avoir touché un enfant après 1991, date à laquelle il a dû quitter la paroisse Saint-Luc et le groupe scout après des plaintes de parents. Avec Vincent, nous décidons d'aller questionner le père Prénat. Il y a 7 mois, il a été suspendu de tout ministère par le cardinal Barbarin. Depuis, il vit cloîtré dans un couvent
tenu par des sœurs non loin de Lyon. Oui, bonjour, Vincent Berger. J'ai un courrier de Bernard Prénat qui demande à me voir. Nous tournons en caméra cachée. Vous voulez voir le père? Oui. Vincent a apporté un petit mot pour le prêtre. Ah d'accord, mais si vous voulez le donner personnellement, c'est mieux. On va se voir. Ouais. Attendez, je vais prendre le courrier après. Bonjour. À 70 ans, Bernard Prénat a perdu de sa superbe. Excusez-moi. Nathalie Sapena. J'accompagne Vincent, je suis journaliste. Vous êtes journaliste où? À France 2. Ah oui. Vous vous souvenez de moi? Asseyez-vous. Un petit peu, oui. Il refuse toute interview, mais il accepte de discuter avec Vincent. Bernard Prénat vit dans la crainte de représailles et s'en plaint dès ses premiers mots. C'est très difficile de rentrer avec des enfants qui sont dans ton cas parce qu'on ne sait jamais comment réagir. Deux fois, j'ai voulu le faire. Ça s'est très mal passé. Mais bon, je comprends aussi la réaction des gens. Hein. Bien sûr. Je comprends très bien. Le tête-à-tête avec Vincent a duré moins d'une demi-heure. Et est-ce que vous me confirmez que vous n'avez pas poursuivi après 1991 quand vous avez été suspendu? Bien sûr, je l'ai dit 100 fois. Bien sûr. Depuis 91, il ne s'est rien passé. Je n'ai absolument aucune agression à me reprocher depuis 91. D'aucune sorte. C'est clair et net. Et avant 91, vous avez combien de victimes? Il ne répond pas à cette question. C'est le point central de cette affaire. Le père Prénat, pédophile multirécidiviste, a-t-il arrêté de sévir du jour au lendemain, comme il le prétend? En tout cas, il a su convaincre l'archevêque de l'époque, Monseigneur de Courtrai, qui n'a fait que le changer de paroisse. 3 prélats se sont succédés jusqu'au cardinal Barbarin, et tous ont suivi la même ligne de conduite. Ne pas saisir la justice et continuer à confier des paroisses au père Prénat. Voilà pourquoi les anciens scouts ont porté plainte pour non-information d'agression sexuelle contre le cardinal Barbarin, à la tête du diocèse de Lyon depuis 17 ans. La démarche est rarissime. Monseigneur, est-ce que je peux vous poser une petite question? Ah, sur Jésus. Oui, oui. Monseigneur, est-ce que vous voulez pas qu'on organise une vraie interview digne? Alors, vous avez maintenant, j'ai des avocats, donc c'est eux qui parlent, donc vous leur demandez. C'est à vous que je veux. Je les ai appelés, vos avocats. Car le cardinal est désormais épaulé par 2 avocats et une agence de communication parisienne. Signe de l'ampleur de la crise. Hasard du calendrier, à Lourdes, les évêques tenaient à la mi-mars leur conférence, d'ordinaire consacrée au travail et à la prière. Le scandale a bousculé les traditions. Sous la pression, le cardinal Barbarin doit expliquer pourquoi il a maintenu à son poste un prêtre qui lui a révélé il y a une dizaine d'années son passé pédophile. Monseigneur Barbarin, pourquoi vous avez cru le père Prénat quand vous l'avez rencontré en 2007-2008 ? Parce qu'en général, quand quelqu'un me parle, je le crois. Évidemment. Si vous voulez, c'est le point sur lequel ça s'est le plus déchaîné. À juste titre. À juste titre. Donc ma première question, c'est les enfants, évidemment. Donc je dis, mais est-ce qu'il y a le moindre enfant qui a été abîmé ou agressé ou inquiété depuis 1990 ? Et là, il me dit, non, 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 jamais, je vous le promets, parce que j'ai tellement horreur de ce que j'ai fait. Et voilà, et je reconnais que je l'ai cru. Alors, si on me prouve que je me suis trompé et qu'il y a eu des faits après, alors là, c'est vraiment dramatique. Mais c'est une décision très ancienne du cardinal de Courtrai. J'arrive quand même 15 ans plus tard. Et entre les 15 ans, personne n'a dit qu'il se soit passé quelque chose, ni depuis. Ça ne justifie rien du tout et ça n'excuse rien du tout de ce qui a été fait avant, vous me comprenez. Pour l'instant,
la conférence des évêques soutient le cardinal. Quant au père Prénat, l'Église a enfin décidé qu'il ne sera bientôt plus prêtre. C'est le président de la conférence des évêques qui nous le révèle. C'est dommage que ça arrive si tard pour les victimes. Pour les victimes, c'est dommage que ça arrive si tard. Et pour le risque encouru par les Pour enfants. l'Église, c'est dommage qu'il arrive si tard. Voilà. Et pas parce que le père Prénat est resté en contact avec les enfants pendant 25 ans. Mais à ce jour, personne n'a dit. Lui dit qu'il n'y en a rien eu. Lui-même dit, si je suis bien au courant, qu'il n'y a rien eu depuis 1971. Souhaitons que ça soit vrai. 91. 91, merci. Souhaitons que ce soit vrai. Hier, l'évêché de Lyon a été perquisitionné dans le cadre de l'enquête préliminaire. Et voilà pour ce reportage signé Nathalie Sapena et Violaine Vermogo. Et on se retrouve ici dans une église à Saint-Martin, à Montigny-le-Bretonneux, avec vous, Bruno Valentin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le prêtre de cette paroisse rattachée au diocèse de Versailles. Alors, aucun évêque n'était disponible aujourd'hui pour nous répondre et venir défendre la position de l'Église catholique. C'est vous qui avez accepté de vous y coller. Et il y a du boulot après ce qu'on vient de voir. La question centrale qui se pose aujourd'hui et qu'on se pose après avoir vu ce reportage, c'est oui ou non, le cardinal de Lyon et le diocèse de Lyon en général ont fait preuve de négligence. C'est pas moi qui pourrais répondre à cette question centrale, parce que je ne sais de cette affaire que ce que votre reportage a montré. Pour moi, la question centrale, c'est d'abord l'admiration que j'ai pour le courage de Vincent, de Christian. J'admire beaucoup le courage qu'ils ont de prendre la parole. Et puis un sentiment de colère et de honte très intime. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que prêtre, c'est pas une profession libérale. On n'est pas chacun à son compte dans sa petite boutique à faire tourner son affaire. Les 15 000 prêtres de France fonctionnent de manière très organique. C'est des types qui, ensemble, ont donné leur vie pour essayer de servir les autres au nom de Jésus-Christ. Et quand un confrère, même un seul, fait ce qu'on voit dans le reportage, on se sent tous salis. Ce qui fait que moi, j'ai un sentiment de colère, de honte. Et pour moi, la question centrale, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant ? Oui, mais ces 15 000 types dont vous parlez, ces 15 000 prêtres qui sont effectivement indirectement éclaboussés par le scandale, est-ce qu'ils ne s'interrogent pas ? Est-ce que vous ne vous interrogez pas sur ce délai si long entre les faits et le moment où l'Église commence à s'interroger, c'est-à-dire il se passe 25 ans. Et bien sûr qu'on s'interroge et qu'on constate, puisqu'on le paye aujourd'hui, à quel point dans le passé un certain nombre de ces histoires ont été mal gérées par des réflexes corporatistes. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on les retrouve un peu les mêmes réflexes dans l'éducation nationale, dans votre premier reportage, par le choix du silence, par le choix de préserver les réputations, l'institution. Bien sûr que ces histoires ont été très mal gérées par le passé et qu'aujourd'hui on paye, ça fait mal et il faut payer parce que la vérité fait mal mais il faut que la vérité sorte. Alors par le passé, vous nous dites effectivement, c'est ce que dit le cardinal de Barbarin, il y a des décisions qui ont été prises par son prédécesseur, même par le prédécesseur de son prédécesseur. Il arrive longtemps après les faits, mais ensuite éclatent d'autres affaires beaucoup plus récentes. Ce haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui se plaint d'un autre prêtre, c'est quand même beaucoup plus récent. Il dit avoir alerté le cardinal Barbarin et le cardinal a laissé ce prêtre à la tête d'une paroisse. Là, on n'est pas par le passé, on est il y a quelques années. Enfin, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu comme vous, je crois que le cardinal Barbarin est irréprochable quant aux faits qui ont eu lieu du temps de sa responsabilité, comme tous les évêques de France, parce que depuis 15 ans, un effort considérable est fait, grâce en particulier à l'impulsion courageuse de Benoît XVI, qui dans cette affaire sauve notre honneur vraiment, pour que l'Église soit perçue comme une maison sûre. Et c'est ça l'enjeu. Moi je vois, vous voyez, dans la formation que j'ai reçue, et qui n'est plus tout à fait toute récente, on nous a parlé de pédophilie, on a reçu des psychanalystes, on a eu affaire à des psychologues qui nous ont expliqué les tenants, les aboutissants. Et aujourd'hui, dans la façon dont fonctionne une paroisse comme la mienne, tout est mis en œuvre pour que les parents qui nous confient leurs enfants, moi aussi j'ai un patronage comme celui qui a été évoqué dans le reportage, tout est mis en œuvre évidemment pour que ces enfants soient accueillis dans une parfaite sécurité et que même les apparences d'une éventuelle ambiguïté ne soient pas possibles. Et ça, c'est des pratiques qui aujourd'hui sont généralisées. Oui, mais alors vous nous dites, bon, pardon, mais ce prêtre, encore une fois, accusé par un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, c'est récent. Il y a encore une autre affaire, c'est un prêtre condamné dans l'Aveyron, puis muté dans le diocèse de Lyon. Donc il a été condamné, il y a des faits avérés, et récemment, il a eu une promotion, il est devenu doyen des paroisses. Donc il y a quand même, on a l'impression,
la notion du pardon, c'est-à-dire qu'un prêtre condamné peut rester à la tête d'une paroisse, tout simplement. Alors, ce que j'ai lu de l'histoire de l'Aveyron, c'est intéressant parce que ça montre la complexité de ces sujets-là. Ça n'est pas de la pédophilie, c'est des adultes des jeunes qui sont en adultes, cause, ouais, premièrement. Deuxièmement, la justice est passée. Une sanction a été prononcée, elle a été purgée. Et le cardinal Barbarin a même consulté le juge d'application des peines pour savoir s'il lui semblait pertinent de lui redonner une mission. Le vrai débat, c'est de savoir si l'Église ne doit pas faire plus que la justice, si elle n'a pas une responsabilité morale qui l'oblige à faire plus. Et c'est ce que Monseigneur Pontier annonce s'agissant du père Prénat. Avant ou après connaître les décisions de la justice, cet homme sera reconduit à l'état laïque. Reconduit à l'état laïque, pour parler français, ça veut dire viré. Ça veut dire viré du sacerdoce. Et donc ça veut dire que, par exemple, il ne sera plus dans un couvent ou qu'il n'aura plus de revenus, ou alors l'Église va tout de même l'aider à subvenir à ses besoins. Ah non, ça veut dire qu'il ne sera plus d'aucune manière considéré comme un prêtre. Alors après ça, comment matériellement cet homme va vivre, c'est pas moi qui en déciderai, je n'en sais rien. Mais d'aucune manière, il ne sera plus considéré comme un prêtre. C'est ça ce que veut dire ce qu'annonce Monseigneur Pontier. Un dernier mot, dans le reportage de Nathalie Sapena, il y a une scène qui est quand même aussi assez troublante. C'est ces paroissiens interrogés à la sortie de l'église et qui sont dans le déni, qui disent « mais il ne faut pas trop embêter le pauvre père Perra ». C'est quand même très troublant, non ? Et ça me trouble profondément, comme la réaction de cette syndicaliste dans le premier reportage qui dit qu'au fond, la condamnation était anglaise, donc c'est pas si grave. Ils ont tort. On ne doit pas avoir peur de la vérité, parce que, comme dit Jésus dans l'Évangile, c'est la vérité qui rend libre. Et la première chose que les institutions ont à faire, c'est de se taire et d'écouter. Les victimes ont droit à la parole. Et aujourd'hui, moi, je dis à ceux qui auraient encore dans le cœur les blessures de tels épisodes, mais parlez. Si c'est dans le cadre de l'Église que vous avez subi ça, allez voir vos évêques, exprimez-vous. N'ayez pas peur de la vérité, parce que l'Église n'a rien à craindre de la vérité. Merci beaucoup, Père Bruno Valentin de la paroisse Saint-Martin de Montigny-le Bretonneux. Merci d'être venu défendre dans Complément d'enquête la position de votre Église et la vôtre surtout. On va maintenant vous amener en Allemagne pour découvrir qu'il y a là-bas des politiques de prévention qui sont très novatrices, des campagnes publicitaires qui s'adressent directement aux pédophiles pour leur dire « eh bien, faites-vous aider ». On n'a jamais vu ça en France, même s'il y a chez nous quelques centres spécialisés dans la prise en charge de ces cas. L'enquête de Laure Polaise, Mathieu Drejoux et Virginie Le Tendre. Imaginez ce spot de pub, diffusé chez vous, juste avant le 20h. Vous aimez les enfants plus que ce qu'il faudrait, nous pouvons vous aider. En Allemagne, il est diffusé sur toutes les chaînes depuis 10 ans. Christina Ritzenhof est responsable de cette campagne. Son agence de pub est l'une des plus grandes du pays. Nous avons essayé de montrer le quotidien des hommes qui ont une attirance pédophile. Montrer que tous les jours, ils doivent se cacher et lutter contre leur attirance pour ne pas faire de mal aux enfants. Une campagne révolutionnaire. Pour la première fois, elle ne s'adresse pas aux victimes, mais aux pédophiles. Elle les encourage à sortir du bois et venir consulter dans un hôpital de Berlin. Il ne s'agit pas de dire que ces hommes ne doivent pas être punis en cas d'agression, mais dire qu'il faut les accompagner avant qu'ils ne commettent un tel acte. Les aider, éviter qu'ils s'en prennent à un enfant. Les Allemands en sont convaincus. Un pédophile qui sort du silence a moins de risques de passer à l'acte. C'est la logique de ce programme lancé ici en 2005 et depuis rentré dans les mœurs. Je trouve ça très bien, vraiment. Et s'adresser ainsi ouvertement aux pédophiles ? Bah c'est pas un problème, c'est plutôt bien. C'est vrai que c'est tabou, mais en même temps, ça se passe tous les jours. Je trouve très bien que si quelqu'un remarque qu'il a un tel problème, il puisse trouver un lieu d'écoute, des gens à qui parler. Ce lieu d'écoute, c'est la Charité, un grand hôpital de Berlin. Ah, justement, en ce moment, il y a un groupe en cours. Vous voyez, ne pas déranger, ça veut dire qu'il y a un groupe de parole à l'intérieur, généralement 8 hommes et 2 thérapeutes.
Klaus Bayer, éminent professeur en sexologie, est l'inventeur de ce programme, basé sur la confidentialité totale pour les patients. Ici, depuis 10 ans, il a déjà reçu plus de 5000 hommes. Interpellés par la campagne publicitaire, ils sont venus lui parler de leur attirance pour les enfants. Le lieu est réservé aux pédophiles qui n'ont jamais eu affaire à la justice. Klaus Bayer a eu cette idée après des années de consultation. Pour lui, la pédophilie est bien plus répandue que ce que la société veut croire. Il y a des pédophiles dans toutes les professions, dans toutes les couches sociales, et ce n'est pas une question de niveau intellectuel. Et dans quelle proportion ? On considère, d'après les données recueillies ici, en Allemagne, que la pédophilie concerne 1 homme sur 100, 1%. Et vous pensez que les chiffres sont les mêmes en France ? Je ne vois pas pourquoi la pédophilie serait un problème allemand, vous savez. Et alors, est-ce qu'un pédophile peut ne plus être pédophile ? La pédophilie ne peut pas disparaître. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons aider ces personnes en leur donnant les moyens de contrôler durablement leur comportement. Ces hommes auront toujours ces fantasmes, mais sans les mettre en pratique. Et ça semble marcher. Les risques d'agression diminuent. Une première étude a été réalisée sur 53 patients. Plus de 90% d'entre eux seraient restés abstinents. Un programme controversé, mais soutenu par les plus hautes autorités allemandes. En 2008, Brigitte Zypries était ministre de la Justice. C'est elle la première qui a versé de l'argent public pour aider les pédophiles, 250 000 €. Vous savez, depuis le début du programme, en tout, ce sont 5 258 hommes qui se sont inscrits. Et 954 qui ont suivi la thérapie de bout en bout. Ce sont des chiffres considérables. On peut penser qu'on a peut-être empêché plus d'1 millier d'agressions. C'est un succès incontestable. Un ministre de la Justice qui finance l'écoute des pédophiles pour éviter d'avoir à les punir. En France, on en est très loin. Des consultations existent, mais les psychiatres reçoivent essentiellement des pédophiles déjà condamnés par la justice. Vous voulez bien vous installer. Merci. À Montpellier, face au docteur Lacambre, un retraité puni de 6 mois de prison avec sursis. Je regardais les notes là. Sur son ordinateur, la police a retrouvé des images pédopornographiques. Comment allez-vous? C'est une lutte permanente, c'est une lutte contre moi-même, contre ce que j'appelle ces démons, quoi. Donc quand je suis confronté à ça, je vais sur le chat, je rencontre des gens qui ont les mêmes problèmes que ceux que je rencontre. Donc on discute d'enfants, de tout ce qui est en rapport avec la pédophilie. Et puis on part sur des fantasmes communs. Le but de ces consultations, éviter la récidive. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra ensemble supprimer ou définitivement neutraliser ces démons? Je pense. Je suis assez confiant. D'accord. Avant d'avoir affaire au juge, ce patient avait bien cherché de l'aide pendant 20 ans, en vain. J'ai commencé à consulter des psychiatres en 1995. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné pas grand-chose en fait. Pourquoi? Parce que je pense que les psychiatres, il n'y en a pas beaucoup en France qui sont formés pour ma problématique. On est loin des campagnes de pub qui sont passées à la télé en Allemagne. Alors, faites-vous aider, dites-le. On est à des années-lumière de ce qui peut être proposé en Europe, dans différents pays. Je dis bien des années-lumière du côté de la prévention, mais c'est le regard même que porte la société auprès de ces personnes. Pour le docteur Lacambre, beaucoup de drames pourraient être évités. En France, un pédophile doit trop souvent passer à l'acte avant de voir un bon médecin. On est aux alentours de 15% de patients qui viennent en démarche spontanée, c'est-à-dire en dehors de toute condamnation. Notre objectif, en termes de santé publique, ça serait de pouvoir arriver à au moins du 50% jusqu'ici de démarches spontanées. Et pourquoi c'est important? Vous vous rendez compte le nombre de victimes qu'on peut s'épargner?
Parce qu'un enfant qui a été agressé sexuellement, c'est une catastrophe pour toute sa vie, hein, pour sa famille et pour la société. Avec le risque de suicide qui augmente, de dépression, d'addiction, et une sexualité qui va être une source de souffrance en permanence. Donc si on traite correctement, on soigne toutes ces personnes, il y aura autant de victimes en moins. Combien sont-ils en France, pédophiles abstinents, enfermés dans leurs désirs interdits? Comment trouver de l'aide pour éviter de briser la vie d'un enfant? Ces questions, cela fait plus de 10 ans qu'elles obsèdent Paul. Ce n'est pas son vrai nom, vous ne verrez pas son visage. Il a bientôt la trentaine et ce qu'il va nous raconter, il n'a jamais osé le confier à ses proches. À 17 ans, j'étais fan d'un manga et en téléchargeant des images de ce manga, je suis tombé en fait sur une parodie érotique qui mettait en scène cette gamine hein, qui va avoir à peu près une douzaine d'années avec des adultes. Ça m'a fait comme un choc quoi. Je suis rentré dans un engrenage, une pente dangereuse, l'addiction à la pédopornographie. Personne ne peut vous aider, on peut dire encore j'ai un problème d'alcool, j'ai un problème de drogue, c'est pas bien vu mais ça passe, mais bon j'ai un problème de pédopornographie, il n'y a personne qui a pu se confier. J'avais peur de moi, j'avais peur de reproduire ce qui se passait dans ces vidéos. Paul vit avec, comme il dit, un monstre tapi en lui. Après une longue dépression, 3 tentatives de suicide, il a enfin trouvé une porte où frapper. Une petite association à laquelle il écrit. Bonsoir, je vais rester anonyme, j'ai trop peur que mon mail soit intercepté. Je suis attiré depuis l'âge de 17 ans environ par les petites filles qui ont entre 7 et 12 ans, juste avant leur puberté. S'il vous plaît, aidez-moi, je ne veux plus être un monstre, ce grand malade, je veux faire de mal à personne. 2 heures après, il reçoit une réponse. Il est invité à un groupe de parole. Celle qui accepte de l'aider face à ses démons, c'est Latifa Benari, fondatrice de l'association L'Ange Bleu. À 65 ans, elle n'est ni thérapeute, ni psychiatre, c'est une ancienne victime. J'ai oublié de vous demander comment vous avez eu connaissance de l'Ange Bleu. Violée enfant par un ami de son père. Voilà 20 ans qu'une fois par mois, le samedi, Latifa réunit autour de sa table des pédophiles et des victimes. Tu te mets là? Ouais. Le dialogue avec les victimes représente le meilleur garde-fou. J'ai remarqué que ça leur permet vraiment de réfléchir. Beaucoup me disent, j'ai plus envie d'ouvrir mon ordinateur, et d'autres me disent, eh ben, je place maintenant l'enfant à sa place, c'est-à-dire je lui redonne sa place d'enfant. L'accueil est chaleureux et le plan de table étudié avec précision pour que les histoires se répondent. Ici, chacun vide son sac. Pour ces rendez-vous, Latifa a des dizaines de demandes de pédophiles en attente. Je te donne la parole parce que c'est important. Quand j'avais plus ou moins 13 ans, c'était à la plage, pendant l'été. Je me suis aperçu que la vision des fillettes, de leur corps nu, me faisait un effet d'excitation. J'ai dû admettre que j'étais pédophile. J'ai pas de pulsion, je suis pas une cocotte minute. C'est pas que quand je croise un enfant dans la rue, je dois prendre ma main, voilà. Non, ne touche pas. Qu'est-ce que les gens en général... C'est quoi les gens La plupart de ces hommes sont pédophiles abstinents. Ils assurent n'avoir jamais eu un geste déplacé. À l'opposé, pour montrer quelqu'un qui... Ce jour-là, un seul est déjà passé à l'acte. Il attend son jugement. Donc ça s'est présenté dans mon entourage proche. Jeune garçon qui avait quelques années maintenant. Tu avais quel âge? Moi j'avais 20 ans. Et donc un sentiment d'affection très fort au départ, que j'ai même pris pour de l'amour, avec une relation que je me suis fantasmé partagée. Le sentiment que tu faisais pas de mal. Pour toi, il était consentant. Je pense que c'était un mensonge que je me faisais, mais que j'y croyais en quelque sorte. Aux côtés des pédophiles, aujourd'hui 4 victimes. L'important pour Latifa, c'est qu'ils entendent la souffrance de ces ex-enfants violés. J'avais 6-7 ans. Et donc, le meilleur ami de mon grand frère, avec qui j'étais très proche, jusqu'au jour où il m'a demandé de lui faire une fellation. C'est quelque chose qui s'est reproduit un certain nombre de fois. Et ça m'a sidéré, ça m'a complètement coupé de toute possibilité de créer du lien
Et le sentiment de honte que j'ai pu ressentir, il m'a esseulé. Cette honte, elle m'a enterré. L'échange a duré 5 heures. Un travail éprouvant de confession et d'écoute. Une révélation pour l'homme en attente de jugement. À bientôt. Ça change quoi pour vous, ces groupes? Parce que déjà, tout ce système de mensonges que j'expliquais tout à l'heure, de consentement auquel on veut croire, ou de relations partagées, ça vole en éclats quand on entend les témoignages des victimes. Et ça aurait pu vous retenir, si vous l'aviez eu plus tôt dans J'aurais pas pu mettre en place ce système de leurre. Qu'est-ce que vous pensez quand vous l'entendez dire j'aurais aimé trouver un tel groupe plus tôt dans ma vie? Alors, je vais vous répondre à ça. C'est la motivation de l'Ange Bleu, la création de l'Ange Bleu. J'ai rencontré pendant 30 ans des personnes comme lui. Ah oui, il faut les écouter, il faut les aider, parce que c'est comme ça qu'on protège les enfants. Libérer la parole, le moyen de prévention le plus efficace, selon Latifa Benari. Une tâche dont elle s'acquitte seule, bénévolement dans son salon, sans aucune subvention. Et voilà pour cette enquête signée Laure Polaise et Mathieu Dréjou. Et on se retrouve ici dans les locaux à Paris de la Ligue pour la santé mentale avec le docteur Roland Coutenceau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre. Vous avez vous-même créé il y a 25 ans dans les Hauts-de-Seine la première consultation pour pédophiles. Vous venez de voir avec nous ce reportage et cette politique publique allemande pour demander aux pédophiles d'appeler à l'aide. On n'a pas l'équivalent en France. On n'a pas l'équivalent en France tout simplement parce que la société française n'a pas osé passer à une heure de grande écoute un film de ce type. Vous avez vu qu'il n'a rien de choquant. Et en même temps, on a dans nos consultations, mais à la marge, des sujets qui viennent nous voir sans avoir été condamnés pour parler de leurs fantasmes. Mais c'est vrai qu'on aurait besoin aujourd'hui d'un accélérateur qui est finalement que ce film puisse passer dans des chaînes de grande écoute. Un type qui, comme dans le sujet, là, aurait dans le métro le cœur qui s'accélère en face d'un enfant. En France, il faut qu'il s'adresse à qui ? On a, avec la Fédération des centres de ressources, dans toutes les grandes villes de France, des consultations spécialisées qui prennent déjà en charge ces sujets. Ils peuvent s'adresser à nous, on va le mettre un petit peu sur notre site. Et donc, il y a cette possibilité, simplement, il faut qu'ils le sachent. Votre collègue allemand, dans le reportage, disait on estime à 1% de la population française qui serait pédophile ou qui aurait des tendances pédophiliques. Vous êtes d'accord avec ce chiffre ? Oui, je suis d'accord. Et en même temps, je ne voudrais pas inquiéter ceux qui nous écoutent. Avoir des fantasmes dans sa tête, pour le médecin que je suis, c'est être pédophile. En même temps, il n'y a aucune fatalité de passer à l'acte. Au fond, on a tous des fantasmes en matière sexuelle, les pédophiles comme les autres, mais au fond, c'est un choix de la personnalité de s'abandonner, de se laisser aller à passer à l'acte avec les enfants. Dit autrement, il y a des sujets qui sont pédophiles dans leur tête et qui s'interdisent tout passage à l'acte avec les enfants. On peut appeler ça pédophile abstinent ? Oui, si on veut, ou pédophile névrotique, ou pédophile bien structuré. Mais regardez ce qui est l'idée force. La majorité de ceux qui ont passé à l'acte dans leur vie n'avaient jamais parlé de cette sexualité maudite dans leur tête à quiconque. Et donc, leur tendre une perche, c'est développer la prévention, c'est empêcher, pour le dire en termes sociétal, que des enfants soient touchés par ces sujets, parce qu'on va les aider à apprivoiser, à maîtriser leur sexualité, parfois même à la modifier. Il y a dans notre consultation des sujets qui étaient pédophiles quand ils sont venus, qui aujourd'hui ont une sexualité adulte, avec un adulte, homme ou femme, suivant l'orientation de leur sexualité. Donc votre message, c'est que c'est curable ? C'est apprivoisable, c'est maîtrisable. Il n'y a pas de fatalité au passage à l'acte. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième est encore plus intéressant, c'est qu'il y a des pédophiles qui étaient exclusivement attirés par les enfants, qui, au fond, ont maturé, ont évolué, si bien qu'aujourd'hui, ils ont la capacité d'avoir une sexualité consentie, bien évidemment, avec un adulte, dans certains cas, tout à fait. Mais il y a l'idée qui revient souvent qu'un pédophile va toujours récidiver. Je parle de ceux qui sont passés à l'acte, de ceux qui ont fait des choses graves, qui sont allés en prison. Les jurés, par exemple, dans les cours d'assises, ont toujours ça dans un coin de la tête. Quand il ressortira de prison, il recommencera. C'est vrai ou pas ? Là aussi, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'au fond, sur 100 sujets là qui ont passé à l'acte,
il y en a plus de 80% qui ne récidiveront pas. Pourquoi? Parce que c'est une peine, parce que ça marque leur famille, parce que c'est une honte sociale d'être condamné pour un acte pédophilique. Et effectivement, il y a un certain nombre, une vingtaine de pourcents, pour ceux par exemple qui sont attirés par les petits garçons, qui sont les plus récidivants, qui récidivent. Donc là, on a une prévention de sujets qui sont connus comme pédophiles qui ont passé à l'acte, pour les empêcher de passer à l'acte. Là, c'est ce que font aujourd'hui la plupart des consultations spécialisées, mais c'est encore plus intéressant de faire de la prévention. Merci beaucoup, Dr Coutanceau. Je renvoie à votre livre « La parole de l'enfant » qui vient de sortir avec la collaboration du défenseur des droits Jacques Toubon, c'est aux éditions Duno. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir dans ce 336e numéro de Complément d'enquête, ce qu'on voulait vous montrer sur ces secrets bien gardés, sur les institutions comme l'Église ou l'école face à la pédophilie. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandé, Clément Castex à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, le portrait pour la première fois à la télévision d'un homme très puissant, Vincent Bolloré. À jeudi prochain, bonne soirée sur France 2.